Bonjour et bon après-midi tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Présence aujourd'hui dans ce panel. Today, we will take advantage of our guest, whom I will introduce in a few minutes, in order to have a conversation open and diverse about three things that all relate with how do we build ownership and knowledge exchange through the regional KICS hubs. The three main questions that we will be discussing today are, first, how do we use que nous allons discuter aujourd'hui, c'est comment pouvons-nous des pays membres pour obtenir des preuves, des connaissances qui pourraient aider aussi à la prise de décision. Deuxièmement, nous allons parler comment nous pouvons créer des liens entre les preuves et la recherche dans la prise de décision des politiques. Comment pouvons-nous nous assurer que nous avons des bonnes informations dont nous avons besoin? Et finalement, comment pouvons-nous faciliter l'échange d'informations et d'apprendre? Avant de commencer, je voudrais vous dire, pour ceux et celles qui nous écoutent sur la plateforme, que vous avez l'option pour décider de la langue que vous aimeriez entendre aujourd'hui. Alors, il y aura l'anglais, le français et l'espagnol. Il y a de l'interprétation simultanée qui vous est offerte aujourd'hui dans ces trois langues. Ces éléments dont j'ai parlé, cibler les besoins, partager la modernisation et faciliter l'échange de connaissances, c'est vraiment une partie intégrante du partenariat mondial pour l'éducation, le PME. Et nous le faisons, bien sûr, de concert avec le Centre de recherche pour le développement international, le CRDE. Mais aussi, nous avons plusieurs partenaires partout dans le monde. Et au centre de ce système, de cet écosystème, ce sont les 4 pôles régionaux d'apprentissage. Voici ce que nous allons faire maintenant. Je vais vous présenter rapidement une vidéo de 2 minutes. Cela va nous permettre de comprendre de quoi il s'agit de ce programme de connaissance et d'innovation, KICS, et ensuite, nous allons passer à une période d'échange avec nos 4 invités. Donc, sans plus attendre, nous allons visionner cette vidéo ensemble. Est-ce qu'on peut améliorer l'éducation pour les enfants partout dans le monde en même temps? Oui, nous le pouvons, en écoutant, en partageant et en utilisant des preuves. C'est ce que fait le programme KICS. KICS écoute ce que les pays jugent être leur principale politique, le principal défi dans le domaine de l'éducation, le fait de partager leurs expériences. Et KICS utilise des preuves et des données pour s'assurer qu'il y a beaucoup d'impact sur les politiques d'éducation. C'est quoi KICS? KICS, c'est le partenariat mondial pour l'éducation, pour la connaissance et l'innovation. Nous sommes en train de combler les lacunes dans les systèmes d'éducation dans les pays en développement. Le programme finance des programmes au niveau régional et national. Cet échange permet de rassembler des représentantes des systèmes d'éducation pour parler des priorités. Comment est-ce que le programme fonctionne? KICS est international. On prend 70 pays à faible ou à moyen revenu, mais c'était aussi déterminé en fonction des besoins locaux. Les 4 pôles régionaux permettent de partager des connaissances. Il y a des représentants de 40 pays et aussi il y a des parties prenantes de 21 pays en Europe, en Afrique et en Asie centrale. Et dans le pôle régional en Amérique, il y a 10 pays qui s'y trouvent. Des partenaires régionaux gèrent tous les pôles régionaux. Ce sont des organisations axées sur l'éducation
qui ont des connaissances politiques, économiques, sociales et autres. Ils ont tous le même objectif, partager, systémiser et faire la promotion de l'éducation de qualité partout dans le monde. Voilà ce que fait KIX. Merci. Nous aimerions commencer en invitant Julie Schuldus, qui est vice-présidente de la stratégie région et politique au CRDI. Elle a quelques commentaires pour présenter ce programme dans un contexte plus global par rapport aux défis dans le domaine du développement international. Elle a une maîtrise dans la résolution de conflits. Écoute, ici, elle a été ambassadrice du Canada pour la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Julie, à vous la parole. Merci. Merci, Florencio. Bonjour. Bienvenue d'Ottawa, Canada. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui, représentant le CRDI. Faisant partie de nos efforts de développement international, nous fonds au niveau des recherches et d'innovation, eh bien, nous tentons d'aider les régions à pouvoir promouvoir le changement à l'échelle mondiale. Le CRDI est très heureux de travailler avec KIX par rapport à ce partenariat mondial pour l'éducation. Depuis 2018, nous avons effectué beaucoup de progrès. Il y a eu 8 appels d'offres, il y a eu plusieurs projets de mise à l'échelle et aussi plusieurs pôles régionaux. Et nous allons parler de tout cela aujourd'hui. Et il y a des liens entre toutes ces questions. Le fait d'investir dans l'éducation, c'est au centre de notre centre et ça fait partie clé de notre stratégie sur 10 ans, y compris l'accès à l'éducation de qualité de la maternelle à la 10e année, notamment pour les filles. Le travail que nous faisons avec le PME est complémentaire dans d'autres domaines, par exemple le fait de bâtir des compétences, mais aussi les mathématiques, les sciences et l'ingénierie, entre autres. Le CRDI veut également appuyer les programmes d'éducation dans l'hémisphère sud, et cela fait partie de notre engagement du Canada. Les principes au cœur du programme, appuyer la recherche et s'assurer qu'il y a des processus mieux éclairés d'élaboration de politique. Donc, c'est tout naturel pour nous de travailler avec vous. Parmi les lacunes au niveau des connaissances qui ont été ciblées par KIX, de consultation avec des représentants nationaux, eh bien, il y a le développement professionnel des enseignants, s'adapter également aux restrictions en raison de la COVID, améliorer l'accès et la rétention dans le système d'éducation, surtout pour les filles, les populations rurales et les personnes ayant un handicap, mais aussi renforcer les systèmes d'évaluation et aussi pour évaluer l'éducation de la petite enfance. J'ai aussi l'occasion de visiter des écoles dans plusieurs pays, notamment le Madagascar, le Kenya, le Libéria et le Côte d'Ivoire. J'ai pu voir de mes propres yeux comment le fait de se pencher sur ces lacunes et améliorer l'éducation dans tous ces contextes peut avoir des avantages tangibles sur la qualité de l'éducation des jeunes. Des pôles régionaux, comme ceux dont nous allons discuter aujourd'hui, sont au cœur de ce programme, de fait de créer un échange entre les pays et de mobiliser les différentes personnes qui travaillent dans l'éducation. Tout cela fait partie des priorités des systèmes d'éducation dans l'hémisphère sud. Au CRDI, nous croyons que c'est important d'avoir des preuves en faisant appel aux chercheurs locaux et de partager cette information avec les décideurs de politique. Et nous voulons également qu'il y ait un changement politique très positif à l'échelle internationale. Il nous ferait plaisir de travailler avec le Partenariat mondial pour l'éducation par le biais de programmes et en travaillant avec nos partenaires régionaux. Le CRDI apprend à être davantage novateur et aussi à bâtir nos compétences. Nos partenaires régionaux
se trouve dans les Caraïbes, également l'Institut pour la francophonie, pour l'éducation et la formation dans l'Afrique l'Afrique centrale et occidentale, mais aussi d'autres régions de l'Afrique et aussi le réseau pour la collaboration pour les politiques en Asie et ailleurs. Le fait de travailler avec ces différents partenaires a été très riche et il nous fait plaisir de collaborer avec vous à l'avenir. Merci encore d'être avec nous aujourd'hui et nous espérons un excellent échange. Merci. Merci, Julie, de votre travail. Et maintenant, j'aimerais vous présenter nos conférenciers, conférencières, et qui font partie de ces différents pôles régionaux. Il y a Nadia Nivdash-Bidini. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. Nadia a une maîtrise en relations internationales et a un doctorat en sciences politiques de l'Académie des sciences de la Géorgie. Et entre choses, elle est l'ex-coordonnatrice pour la Géorgie. Et elle est une participante active de notre programme. Et notre autre invitée a un doctorat dans la santé publique et a travaillé à l'UNESCO. Elle fait partie de l'Afrique, du pôle régional plutôt 19 en Afrique centrale. Nadia se joint à nous aujourd'hui à partir de Djibouti. Et ensuite, notre autre invitant a une maîtrise en éducation de l'Université Concordia et c'est le coordonnateur pour l'Amérique latine et les Antilles. Il est à Montréal aujourd'hui. Bienvenue tout le monde. Merci d'être avec nous. Et tel que je l'ai mentionné plus tôt, ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est de parler de trois choses. Comment pouvons-nous cibler et comprendre les besoins des pays? Comment pouvons-nous mobiliser les connaissances qui sont pertinentes à ces pays? Et aussi, comment pouvons-nous faciliter l'apprentissage de pair à pair avec les membres de la communauté entre ces différentes régions et ces pays? Et j'aimerais commencer avec une question qui s'applique à nous tous et nous toutes. Peut-être que tout le monde pourrait parler de ce qu'ils en pensent. Pour ce qui est des priorités des pays, pour ce qui est vraiment de comprendre ce qui est pertinent au niveau des preuves et des connaissances, qu'avez-vous appris? Notamment durant cette période très spéciale de la COVID, il y a tellement de restrictions par rapport au déplacement. Comment arrivez-vous à comprendre ces priorités, ce que les pays veulent en termes de preuves? Quels sont leurs besoins? Alors qu'on va de l'avant avec la planification dans chacun de ces pays. Peut-être qu'on pourrait commencer avec vous, Victoria, ensuite Nadia et ensuite Raoul. Et ensuite, on changera l'ordre d'intervenants pour la prochaine ronde. Donc, Victoria, aimeriez-vous commencer? Merci beaucoup, Florencio. Je viens du pôle régional de KIX Afrique 19. C'est une question plutôt intéressante. Comment pouvons-nous cerner les besoins, les connaissances des pays dans le contexte actuel? C'est plutôt intéressant. Nous avons mené plusieurs sondages en ligne pour tenter d'obtenir cette information parce que ce que nous voulons, c'est un programme qui est vraiment alimenté par les connaissances, mais aussi de bien comprendre les besoins des parties prenantes. Nous avons su que les agents des ministres de l'Éducation adorent d'apprendre les uns des autres. Donc, nous avons également parlé de leur succès, de leurs innovations. Et nous voulons tout d'abord avoir une plateforme pour partager cette information qui peut ensuite être utilisée pour que tout le monde puisse apprendre des autres.
Donc, nous avons organisé des sondages, nous avons eu des communautés de pratique, entre autres. Nous voulions partager le plus d'informations possible. À vous, Florencio. Merci, Victoria. Natia, la question qui s'applique à vous, j'aimerais vous poser cette question parce que vous avez une situation plutôt particulière. Maintenant, vous êtes responsable de coordonner le pôle régional. Donc, vous allez donc devoir étudier ce paysage agrégé, mais vous êtes en contact directement avec un pays. Vous avez probablement une grande compréhension à savoir comment on s'y prend au niveau d'un pays plutôt que avec plusieurs pays. Vous êtes le lien entre le pays et le pôle. Allez-y, Natia. Merci, Florencio. Tout d'abord, merci de m'avoir donné l'occasion de partager cette information et d'être conférencière. Tel que vous l'avez mentionné, je travaille pour KIX comme coordonnatrice. C'est très intéressant. Et c'est aussi un cheminement qui nous a permis de constater qu'il y a beaucoup de défis. Ça va nous permettre d'avoir quelles sont les innovations au niveau du système d'éducation, pas seulement au sein de mon pays, mais aussi au sein des autres pays qui font partie de ce programme-là. Comme coordonnatrice nationale, je juge que le fait d'avoir un pôle, on a vraiment une approche de faire en apprenant et aussi de s'adapter à chaque contexte. Donc, par exemple, en Europe et en Afrique et en Asie, comme vous le savez, nos pôles sont très diversifiés et aussi, nous avons des liens directs, notamment avec les coordonnateurs et coordonnatrices des pôles régionaux. Nous avons également des réunions mensuelles avec les coordonnateurs et les coordonnatrices des pôles. Et nous discutons d'événements à venir. Nous partageons notre expérience, nos connaissances, comment organiser des webinaires ou d'autres activités de ce genre. Et nous cherchons également à adapter des mécanismes de surveillance pour améliorer les cycles d'apprentissage. Il y a beaucoup aussi d'échanges d'informations, ce qui nous permet de renforcer notre relation des réseaux entre les pays. Nous avons des coordonnateurs, une réunion de coordonnateurs au niveau national et moi, à titre de coordonnatrice nationale, j'ai la responsabilité de partager de l'information, notamment par rapport aux activités à venir, mais aussi les activités qui ont déjà eu lieu, qui ont déjà été mises en œuvre. Et ce n'est pas seulement une question de rétroaction, mais aussi c'est un mécanisme qui permet d'être la modératrice entre le comité de direction et les coordonnateurs, coordonnatrices des pôles. Donc, j'ai aussi un rôle d'animation dans mon pays au niveau national. Aussi, je pense que le fait d'apprendre en faisant, en exécutant l'apprentissage par les pairs, ce sont des instruments que nous utilisons pour améliorer la mobilisation, mais aussi pour générer de la participation des membres des pôles. Et on veut que les pays puissent s'approprier de la mise en œuvre de ces activités. Voilà ce que je peux ajouter simplement. Merci, Natia. Et nous allons parler de la participation dans quelques instants. Mais avant, j'aimerais demander à Raoul aussi quels ont été les mécanismes pour vous d'aller identifier les demandes, les besoins des pays dans ce processus.
j'aimerais aussi poser la question aux autres. Quels sont les sujets, les demandes qui découlent de ces consultations? Et avant de donner la parole à Raoul, j'aimerais mentionner quelque chose que vous ne savez peut-être pas. Surtout au niveau des subventions régionales qu'on a offertes l'an dernier, ces subventions pour l'éducation et l'innovation ont commencé à partir d'une consultation. Nous avons pris des décisions en fonction de la demande et des sujets soulevés et nous avons pu donc résumer cela. Raoul, si vous pouvez entrer un peu plus dans le détail sur ces questions. Bien sûr, merci beaucoup. D'abord, merci de m'inviter au CRDI et particulièrement au PME et évidemment tous les pays partenaires. Merci d'avoir organisé ce panel. Alors, pour vous donner un peu le contexte, notre travail au niveau du centre KIX, je travaille dans le centre de recherche et d'innovation de l'Amérique latine et les Caraïbes pour promouvoir l'éducation. Nous faisons de la recherche basée sur les preuves pour mettre en place l'innovation, pour produire des impacts positifs. Et nous travaillons de pair avec des partenaires dans les Caraïbes, dans l'Organisation des États de Caraïbes de l'Est. Nous travaillons ensemble et nous le faisons pour l'initiative du PME. Alors, je voulais dire comme point de départ, il est important de mentionner que nous travaillons avec des leaders au niveau de l'éducation dans tous les pays, des chercheurs, des doyens, des officiers, des fonctionnaires des ministères de l'Éducation et évidemment tous savent mieux que quiconque quels sont les défis nationaux et les priorités nationales. Ça me mène à la question. Dans notre théorie du changement, nous avons le premier pilier qui est établir les politiques, ensuite normaliser. Et le troisième, maintenant, c'est appuyer le renforcement des capacités. Alors, pour ce qui est du premier, nous discutons avec les pays dès le début, avec le CRDI, avec KIX, pour voir quels sont les principaux défis, les principales priorités des pays représentés par leurs leaders. Des leaders nommés au niveau de l'éducation. Alors, on ne commence pas avec les États, on se base sur les connaissances, il y a des diagnostics, les pays travaillent avec des chercheurs, mais aussi avec les organisations internationales qui contribuent au développement de l'éducation. Nous avons donc commencé là. Nous avons passé en revue les données secondaires, les documents, et nous avons aussi fait une collecte de données primaires dès le début. Nous avons mené des entrevues avec les représentants des pays, des sondages auprès d'eux, et nous avons en fait un dialogue continu et permanent avec toutes ces personnes. Nous avons établi des priorités dans le centre. Le premier porte sur le perfectionnement professionnel des professeurs. Deuxièmement, les impacts, avec les impacts de la COVID et de la pandémie dans notre système. Évidemment, avec tout l'éventail de problèmes que ça a soulevé. Et le renforcement de l'aide publique à l'éducation, c'est un autre important. Alors, la question transversale, c'est de travailler au niveau de l'éducation inclusive. C'est un programme dans les régions. Et tous les groupes, évidemment, ont des étudiants défavorisés. Et nous ciblons ces étudiants avec nos fonds. Alors, je vais commencer avec ça. Nous avons un dialogue permanent et constant avec les pays et leurs représentants, avec les autorités, les intervenants et avec les institutions avec lesquelles nous travaillons dans les pays. Merci, Raoul. Avant de passer à la prochaine ronde de questions, j'aimerais mentionner à nos auditeurs que vous pouvez soumettre des questions
Nous essaierons de répondre au plus grand nombre de questions possibles à la fin de cette séance. Alors, n'hésitez pas, allez dans le chat, inscrivez vos questions. Nous les verrons et nous essaierons d'y répondre. Nous les soumettrons à nos panélistes. Mais j'aimerais maintenant, on a commencé par le contexte et on a commencé en même temps que la COVID a éclaté. Alors, la plupart de nos plans de rencontrer des gens, de voyager dans les pays, réunir les gens, réunir les intervenants de différents pays, les représentants dans les grands événements, ça n'a pas pu arriver. Il a fallu changer tant la méthodologie, notre façon d'organiser notre travail, mais aussi le contenu de notre travail comme suite de la pandémie qui nous a évidemment profondément affectés. J'aimerais donc vous demander de nous donner des exemples plus précis du genre de choses que les pays vous disent au niveau de leurs besoins, des grands enjeux, les lacunes au niveau de la connaissance, des choses où nous pouvons aider pour leur permettre d'offrir le savoir et les éléments de preuve au niveau de la politique publique. Des exemples précis, des choses qui ont été affectées par le COVID. Je ne sais pas qui veut commencer. Oui, merci beaucoup, Florencio. Je commencerai par le Centre Afrique 19. Évidemment, notre centre compte sur 6 thèmes qui incluent l'apprentissage et l'enseignement. Ça veut dire l'éducation de la petite enfance, les défis au niveau des données. Nous avons fait des évaluations rapides. Nous avons choisi, pris de l'information à partir des points focaux des 19 pays où on a pu prioriser là où ils voulaient que nous mettions l'accent. Mais même à l'intérieur de ces points focaux, ces points de mire, nous avons nous avons concentré nos efforts sur, par exemple, des choses comme le renforcement des capacités, la formation et la recherche, et la facilitation d'échange d'informations et l'apprentissage spécial. Alors, les grandes priorités de nos pays, et d'après la rétroaction que les ministères d'éducation nous ont donnée, quand on parle des partenaires, c'est-à-dire l'UNESCO ICBA, d'où je viens, l'UNICEF, le bureau régional et l'Union africaine. Alors, l'apprentissage et l'enseignement étaient la grande priorité. C'était un aspect où la plupart des pays avaient besoin d'aide à ce niveau-là. Il s'agissait surtout de transmettre les meilleures politiques basées sur la génétique et mettre en place ces politiques au niveau national. Ensuite, dans l'enseignement et l'apprentissage, il y a aussi des complexités, par exemple le perfectionnement. Alors, qu'est-ce qui est absolu? Alors, il y a des thèmes et des sous-thèmes sur lesquels nous nous concentrons et qui nous ont menés à différentes couches de renforcement des capacités dans les institutions. Maintenant, l'évaluation de l'apprentissage est aussi une autre priorité, surtout au niveau de la COVID-19, où les pays ont vécu un grand changement au niveau de l'apprentissage parce que tout est passé en ligne. Et la grande question était de savoir comment faire l'évaluation de l'apprentissage dans ce contexte. Il a ensuite fallu préparer un webinaire qui présentait le défi. Et ensuite, il y avait un aspect de l'évaluation de l'apprentissage, c'était les défis au niveau des données qui sont gérés par l'Union africaine, notre partenaire. Là, il a fallu faire venir des expatriés pour les aider à renforcer les données ou les systèmes dans le contexte de la COVID-19. Mais il y avait aussi d'autres questions qui sont intervenues comme suite de l'évaluation, particulièrement au niveau du ECE et de l'éducation de l'enfance. Ce sont des choses qui sont ressorties. C'est un peu comme
différents thèmes qui se sont dégagés, que nous avons pu les étudier un à la fois, mais même en les abordant, à chaque fois qu'on en abordait, on se rendait compte qu'il fallait encore plus en savoir de nos partenaires, particulièrement au niveau du renforcement de la réponse aux défis systémiques et élaborer des politiques et d'autres aspects du genre. Alors, c'est à peu près ce que je peux vous dire du Centre Afrique 19. Merci. Merci, Victoria. Natia, voulez-vous être la seconde, la deuxième? Oui, avec plaisir. En juin 2020, le KICS-EAP a mené une étude empirique sur les priorités thématiques. Dans les pays de KICS-EAP, comme vous savez, la KICS-EAP couvre 21 pays et on a mis l'accent sur les grands thèmes, les activités comme les webinaires ou les cycles d'apprentissage et aussi on mettait l'accent sur les subventions régionales de recherche de KICS. Comme coordonnatrice régionale, comme j'ai déjà mentionné, chaque trimestre, avec l'appui du comité directeur national, je produis des rapports trimestriels sur les progrès, les défis et les priorités pour le prochain trimestre. Alors, quel genre de priorités, vous me demanderez? Quelles sont les priorités révélées par les rapports d'étape? Eh bien, les priorités identifiées dans les études thématiques demeurent valables. Leur mise en œuvre et les liens avec l'enseignement, la pédagogie, est-ce que je prononce bien ce mot? Oui. Et l'apprentissage, l'évaluation de l'apprentissage. La planification de politique en matière d'éducation et l'utilisation des données basées sur les preuves et les résultats des politiques et aussi la qualité de l'éducation et l'équité en matière d'éducation. Nous avons aussi des priorités au niveau de l'équité sur la COVID-19. Alors, ce sont les priorités que nous avons identifiées. Merci beaucoup. Rappelez-moi de préciser quelque chose. Au-dessus de l'écran, vous allez voir une icône où vous voulez lever la main. Si vous cliquez là-dessus, vous allez une boîte, une case de dialogue qui vous demandera de soumettre votre adresse courriel et votre question. Et c'est comme ça que nous allons la recevoir. Alors, cliquez sur la personne qui lève la main en haut de votre écran. Raoul, voulez-vous maintenant nous donner des exemples de domaines qui sont des questions qui sont ressorties de vos consultations sur les grands besoins en matière de preuves, de recherche, etc. Oui, bien sûr, Florencio. Je commencerai par parler des grands défis soulevés par la pandémie sur nos systèmes. Pas seulement le système, mais c'est au niveau de toutes les activités. Nous avons au début envisagé différentes activités en personne et des conférences, des événements pour assurer un échange de connaissances et d'innovation. Alors, tout est virtuel maintenant. Et évidemment, il y a des avantages. Ils sont nombreux. Il y a des contres, évidemment, il y a des inconvénients, mais il y a beaucoup d'aspects positifs. Il y a beaucoup de possibilités d'échange, d'apprentissage. Par exemple, il est beaucoup plus facile d'inviter des experts de nos jours. Alors, c'est un bon point, c'est un aspect positif. Les experts sont très disposés à participer à des initiatives comme celle-ci et de répondre aux demandes et aux besoins des différents pays. Alors, c'est un aspect positif. Et les aspects négatifs, évidemment, sont... il y a beaucoup d'événements virtuels en même temps, beaucoup de réunions en même temps. Alors, nous essayons de gérer cela avec le rythme, en surveillant, en contrôlant le rythme des activités. Mais nous avons différentes stratégies pour
répondre aux besoins et aux demandes des différents pays. Nous commençons avec des réunions individuelles. À chaque semaine ou 2 semaines, nous contactons les représentants des pays parce que nous voulons apprendre à les connaître. Ce sont les leaders, ce sont nos protagonistes et nous tenons à partager leurs expériences et à en savoir plus sur leurs activités dans les pays. Nous commençons par reconnaître les forces et les bonnes pratiques dans ces différents pays. Nous savons qu'il y a des défis et que nous les connaissons tous, mais nous croyons qu'il est important de commencer avec les forces. Alors voilà, c'est pour cela qu'il est important pour nous de savoir ce que font les pays. Nous avons des gens des bibliothèques privées, des gens de différentes organisations qui travaillent avec les communautés de l'éducation. Alors, dans ce sens, nous alignons nos efforts, et ça c'est la deuxième partie. Notre réponse est adaptée à leurs besoins. Évidemment, tout ça est en collaboration, en partenariat avec nos institutions. Comme je l'ai mentionné, nos principaux partenaires sont l'OECS, l'Organisation des États de Caraïbes de l'Est, qui ont travaillé dans la région auparavant et nous connaissons très bien les intervenants dans ces pays. Mais nous travaillons aussi avec d'autres pays comme l'UNESCO, CARICOM, et les institutions. Et donc, ce serait un effort important pour mettre en place le détail des différentes initiatives. Alors, nous avons des experts qui travaillent au perfectionnement professionnel des professeurs, des enseignants. Nous avons des sondages, des études ou d'autres activités. Nous voulons vraiment donner des réponses, des solutions de rechange pour les différents pays. Je dirais que c'est cela. Merci, Raoul. Vous avez mentionné quelque chose et j'aimerais que les autres panélistes en parlent aussi. Vous avez dit qu'au niveau de la mobilisation, pour ce qui est de créer des occasions d'apprendre et de partager des connaissances, qui est évidemment le mandat le plus important des centres. La COVID a créé une situation très unique en son genre. Ça nous a donné des aspects positifs tout autant que négatifs. Alors maintenant, le fait de faire venir la possibilité d'inclure des personnes, des experts qu'on n'aurait pas pu autrement inclure, qui auraient dû passer 5 jours à voyager pour participer à un événement de 2 heures auparavant. Alors maintenant, c'est beaucoup plus facile. Victoria, vous travaillez dans une région. Vous avez des défis additionnels liés à la capacité de ces pays participants de simplement participer en ligne, aux événements en ligne. Et comment le faites-vous? Quel est l'équilibre à établir entre ce monde de possibilités qui s'est ouvert aux événements, au partage d'informations en ligne et les restrictions et la réalité des partenaires avec lesquels vous travaillez? Et je suis curieux de savoir comment vous avez fait face à ces défis, non seulement pour lancer les activités, mais pour développer le travail que vous faites à l'UNESCO, à UNICEF, et dans l'Union africaine. On sait que ça fait partie d'un effort plus grand, plus global. Alors, je voulais voir comment vous avez relevé les défis dans toutes ces régions. Comment le faites-vous dans le quotidien? Qu'est-ce qui fonctionne? Comment avez-vous réussi à surmonter ces défis et avec les attentes des pays? Merci pour cette question, Florencio. Il est vraiment extraordinaire que la COVID-19 ait transformé les choses de façon si extraordinaire, particulièrement dans notre continent. Pour la région de l'Est de l'Afrique orientale, nous avons dû changer
notre façon de faire, nous avons dû utiliser des plateformes en ligne pour la communication et c'est une combinaison d'outils. Il n'y a pas un seul outil qui fonctionne pour tous. L'interconnectivité a posé un défi pour la plupart de nos participants et surtout certains pays. Lorsqu'on commence un webinaire, une réunion ou une réunion de pratique, il y a des gens qui ont des problèmes à se connecter. Donc, nous avons dû faire une évaluation. Et les gens sont très à l'aise en utilisant l'application WhatsApp. Donc, nous avons créé ce groupe de médias en utilisant WhatsApp pour que l'on puisse avoir une discussion quand on n'a aucun succès, quand on échoue partout. Mais nous avons utilisé différentes plateformes qui nous permettent d'avoir des échanges et les gens peuvent revenir sur cette plateforme même lorsqu'ils ont perdu la connexion. Nous utilisons donc différents outils, Jumbo Bold, de cette façon, même après 1 heure après notre discussion, les gens peuvent quand même continuer à dialoguer. Nous avons le ministère de l'Éducation a invité d'autres personnes à se joindre. Et aussi, chaque fois qu'on a des sessions par Zoom et Teams, nous l'enregistrons parce que nous devons le partager pour les personnes qui n'ont pas accès. Donc, c'est un peu un défi, mais nous avons constaté que la COVID-19 a touché tout le monde dans la région. Les autorités des ministres de l'Éducation avaient cette grande demande pour être en ligne. Tout le monde est en ligne. Donc, souvent, quand on les invitait pour des réunions, ils étaient très occupés. Donc, nous leur avons demandé de qui d'autre pourrait se joindre à cette réunion. Donc, nous avions toute une grande extension de gens avec qui nous pourrions travailler à l'échelle nationale. Et bien sûr, avec trop de réunions, il y a eu de la fatigue. La fatigue du fait de toujours être en ligne. Mais ensuite, comment pouvons-nous organiser nos réunions et nos webinaires de façon à ce qu'ils soient intéressants? Donc, nous maintenons la dynamique en s'assurant d'avoir des discussions régulières, mais aussi on encourage l'apprentissage par les pairs. Mais aussi, on veut voir comment on peut maintenir l'intérêt pour des 40 ou 50 personnes qui sont en ligne. Voilà certains outils que nous avons utilisés pour confronter tous ces défis. Merci. Merci, Victoria. Natia, j'aimerais vous poser la prochaine question. C'est moins une question du pôle, mais plutôt, je voudrais parler du comment, mais parler de qui. Nous savons que le rôle du pôle, c'est de rassembler les gens, de générer un échange dans cette communauté de pratiques, rassemblant différentes parties prenantes dans le système de l'éducation. De cette façon, ils peuvent partager leurs défis, partager leurs solutions. Ça, c'est toujours un défi. Nous visons toujours d'avoir davantage de participation. Mais voici ce que je trouve très intéressant de votre côté. Voici qui vous mobilisez pour ces échanges. Qui participe? Les participants, entre autres, sont des représentants du ministère de l'Éducation, peut-être aussi des représentantes d'agences multinationales qui travaillent dans le domaine de l'éducation. Comment allez-vous chercher ces gens au-delà du ministère de l'UNESCO? Et qui sont ces autres personnes que vous aimeriez inviter? Et je vais poser cette question aux autres invités aujourd'hui. Comment arrivez-vous à inviter ces gens? Comment inviter les universités, les praticiens, les praticiennes et d'autres parties? Comment les intégrer à votre système? Avez-vous de l'expérience en Géorgie, à savoir comment vous pouvez
inviter des participantes plus diversifiés? Merci, Florencio, de cette question. Je vais tenter d'y répondre, mais tout d'abord, je voudrais dire merci. Merci pour le pôle KIX qui a utilisé différentes méthodes. Donc, entre autres, on a utilisé des cartes postales. Vous savez, on a envoyé des cartes postales et moi, j'ai eu l'occasion de mobiliser et recruter des représentants de mon pays. Et une de ces personnes était le parent d'enfants ayant des handicaps. Et nous avons également des syndicats de parents, et ils se penchent sur des questions d'éducation inclusive. Parfois, il n'y a peut-être pas que les recherchistes ou des représentants des universités, mais simplement le fait de voir un enfant ayant un handicap. C'était très intéressant de parler de cette expérience avec les autres, de parler comment ce parent se bat pour les droits de cet enfant. Et je vous recommande d'écouter cette carte postale sur le lien du programme KIX et il me ferait plaisir d'envoyer ce lien avec les participants aujourd'hui. Et personnellement, comme coordonnatrice nationale, je crois que oui, bien sûr, les représentants du gouvernement représentent des parties prenantes importantes et les universités aussi, mais aussi les organisations de la société civile. Parfois, d'autres personnes jouent un rôle important en partageant leur expérience, en partageant de l'information quant à des instruments novateurs et intéressants et aussi des nouvelles de ce qui se passe, pas seulement au sein de notre pays, mais dans les régions, mais aussi dans les autres pays. Personnellement, je crois que dans le contexte de la COVID, j'ai eu l'occasion d'améliorer certaines de mes compétences. Et pour cela, je remercie la pandémie, mais bien sûr, il y a des défis tels que Victoria l'a évoqué. Nous avons certaines régions, des régions montagneuses où il y a des problèmes d'accès et d'offrir un processus d'apprentissage au quotidien. Bien sûr, ils ont des défis, des problèmes. Il y a des défis, mais il y a aussi des aspects positifs qui font partie de ce projet et qui ont eu lieu durant la période de la pandémie. Merci, Nadia. J'aimerais dire que nous sommes en train de recevoir des questions et je demanderai encore une fois aux auditeurs et auditrices de lever votre main et c'est comme ça que vous allez pouvoir poser des questions. Nous aurons suffisamment de temps à la fin pour répondre et élaborer nos réponses. Raoul, en Amérique latine. Bon, j'ai constaté qu'il y a du travail intéressant qui se fait à différents niveaux. Des grands événements, mais aussi du travail au sein des pays en particulier qui rassemblent des ministères de l'Éducation, mais aussi il y a de l'interaction avec des ministres de l'Éducation. Parfois, vous vous interagissez également avec des enseignants. Mais je voudrais vous parler également des syndicats des enseignants et des enseignantes. Parce que vous savez, il faut tenir compte des différentes politiques, des intérêts différents et ainsi de suite. Mais aussi, dans le cas de l'Amérique latine, vous travaillez avec plusieurs pays, notamment, je parle de certaines îles dans les Caraïbes.
Est-ce que vous travaillez avec certains groupes spécifiques? Et comment pouvez-vous vous assurer que ces groupes fassent partie de la discussion, surtout les groupes qui ne se sentent pas invités ou qui n'ont pas nécessairement le droit d'y être? Merci, Florencio, de ce résumé. Je pense que c'est très juste. Effectivement, nous avons travaillé très fort pour bâtir cette communauté d'apprentissage. Il y a des différents points de vue qui sont exprimés, tels que vous l'avez mentionné. Un groupe important de représentants sont les présidents, les vice-présidents des syndicats des enseignants. Et nous avons organisé des événements, des ateliers avec ces gens. Par exemple, nous avons eu un événement en mars avec les représentants des syndicats des enseignants et des enseignantes et une discussion très intéressante quant au perfectionnement professionnel des enseignants. Mais tel que vous l'avez mentionné, nous travaillons à différents niveaux. Nous reconnaissons l'importance de créer des liens entre les représentants locaux, régionaux et nationaux. Il y a beaucoup d'efforts qui sont déployés en même temps. Et à cet égard, j'aimerais vous parler d'un projet en particulier. Nous avons créé un comité consultatif et plusieurs institutions y sont représentées. Bon, il y a le directeur de SUMA, également le directeur de l'ECS, mais il y a Michael Fouland ou d'autres personnes participent. Donc, nous avons différents experts, différents spécialistes qui, de par leur expérience, nous orientent comment on peut mieux répondre à ces sous-groupes. Donc, il y a des anglophones, des hispanophones, mais il y a aussi des francophones. Cette diversité également a fait en sorte que nous avons pu avoir des échanges, mais aussi nous a permis d'offrir l'occasion à des sous-groupes d'échanger également. Donc, je dirais, pour ce qui est du pôle, nous avons commencé avec 36 représentants, mais il y a plusieurs autres personnes avec qui nous travaillons. Et dans ce cas-là, nous impliquons des gens de différentes organisations. Ces jours-ci, nous avons une recherche du côté de la gestion et nous avons également un sondage régional pour donner la voix aux enseignants. C'est un sondage volontaire, mais jusqu'ici, il y a 150 000 enseignants qui ont répondu dans la région. La plupart, plusieurs plutôt, viennent des pays de KICS. Vous savez, avec SUMA, c'est l'Organisation des États des Caraïbes orientales. Donc, c'est très important de pouvoir créer des liens au niveau régional, national. On travaille également avec des équipes techniques dans différentes régions. Donc, voilà une façon que l'on peut continuer à travailler, créer des liens avec les différents pays. Florencio, vous êtes en sourdine. Vous êtes en sourdine. C'est ce que l'on entend le plus ces temps-ci. Victoria, aimeriez-vous nous parler un peu de cet aspect? Je suis curieux parce que vous, à l'UNESCO, vous avez ces dialogues de façon plus permanente. Ce n'est pas quelque chose qui a commencé avec KICS ou avec les pôles régionaux. Et vous avez de l'expérience à savoir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, et même avant la COVID, bien sûr. Le fait d'inviter des nouvelles parties, des nouveaux acteurs dans ce débat. Pourriez-vous nous en parler un peu? Vous êtes en sourdine. Oui. Dans l'expérience de l'UNESCO, nous sommes privilégiés que nous avions une relation avec les pays même avant la pandémie. Et heureusement,
avec les différents partenaires, l'UNESCO, l'Union africaine et d'autres. Ces organisations sont en communication avec plusieurs parties, ainsi que les ministères de l'Éducation. Les réseaux existent et nous n'avons pas trouvé très difficile de créer des liens avec les pays en raison des structures qui existaient déjà. Mais aussi, nous sommes chanceux du fait que nous avons toute une liste de spécialistes. Donc, lorsqu'on regarde à KICS Afrique 19, nous avons des spécialistes dans la région, dans les 6 domaines que j'ai déjà mentionnés. C'était donc facile pour nous d'obtenir de l'information s'ils avaient besoin de l'information, s'ils avaient besoin que l'on intervienne, notamment pour le renforcement de différents systèmes. Mais lorsqu'on regarde les systèmes, ils ont une grande portée. Donc, nous avons fini par avoir des sous-groupes pour les 6 thèmes au niveau national. Et le pôle est en train d'étendre sa portée en raison des différents sous-groupes et des experts. Donc, on finit par avoir un dialogue beaucoup plus axé sur une thématique dans une région. Et nous sommes également en train de bâtir une communauté de pratique pour les experts. L'autre chose également, c'est que nous travaillons avec les commissions de développement économique dans la région de l'Afrique et qui aident également à orienter notre programme au niveau national. Nous avons également un dialogue de haut niveau avec l'Union africaine, notamment pour les défis que nous avons au niveau de la collecte de données. Pouvons-nous avoir une normalisation entre les différentes régions? C'est quand même très intéressant et on constate qu'on apprend non seulement de KICS Afrique 19, mais aussi on apprend des différents pôles de l'Afrique. Donc, il y a beaucoup de mélanges, d'interfaces et on discute des différents comités et de leur travail. Donc, je dois dire que c'est très intéressant de notre côté. Donc, vous avez différents types de pôles, n'est-ce pas? Je vais commencer avec des questions des auditeurs et des auditrices. Il y en a plusieurs jusqu'ici. Il nous reste environ 15 minutes. Il y a une question. Nous voyons beaucoup d'événements de pôles, dans les pôles. Comment savoir ce qui est le plus utile dans les dialogues pour ce qui est des politiques? Donc, voici la question. Comment peut-on s'assurer que lorsqu'on organise un pôle, qu'est-ce qui est utile? Qu'avez-vous appris quant à l'utilité de ces différentes activités? Pourriez-vous parler de cela? Et ensuite, nous passerons à la prochaine question. Quelqu'un veut se lancer? Nadia. Oui, ce que je peux dire, de fait, je ne peux pas parler des résultats, mais ce que je peux dire, c'est qu'il y avait beaucoup de mobilisation et d'intérêt de la part de mon pays de participer au cycle d'apprentissage. Il y avait plus que 5 équipes qui ont participé à un cycle d'apprentissage et je pense que cet intérêt de participer au cycle d'apprentissage du programme KICS, ça nous montre que ces événements sont très intéressants. Pour ce qui est de mon pays et en raison de mon propre vécu, je dis que les résultats, nous les verrons à long terme. Nous verrons la durabilité et nous verrons où nous en sommes à l'avenir. Parce que on a parlé de 5 équipes qui se penchent sur 5 thèmes, l'éducation inclusive, les données, et ainsi de suite. Donc, je pense que les résultats viendront avec le temps,
dans un avenir approché. Nous verrons. Raoul ou Victoria, voulez-vous ajouter quelque chose? Oui, ici Victoria, j'aimerais dire quelque chose. Euh, nous avons tenu une séance d'apprentissage de la communauté de pratique récemment sur la préparation de programmes d'études. Les participants qui ont participé, ce sont des pays à différents niveaux. Certains se tirent très bien d'affaire, d'autres sont venus pour apprendre, et d'autres veulent ont préparé des politiques, mais ne savent pas comment les mettre en vigueur. Alors, dans cet événement, quand on a parlé de la réalité de l'éducation, un représentant du ministère, c'était le Lesotho, a communiqué avec le secrétariat demandant un soutien au niveau national au-delà de ce qu'ils avaient appris suite à l'événement de la communauté de pratique. Ils nous ont donc demandé comment les aider pour améliorer l'établissement de processus d'apprentissage. Alors, le centre a cherché à trouver des experts qui pourraient maintenant aider les pays à améliorer leur propre programme en fonction de ce qu'ils ont appris. Et autre chose, nous avons eu des pays qui ont parlé de réouvrir les écoles. Le premier pays dans notre région était le Botswana, qui était même à l'extérieur du centre. Le Botswana a ouvert ses écoles. Il a fallu donc les inviter à parler aux 19 pays de KICS Afrique 19. Alors, comment ils ont procédé? Quels étaient les défis? Et comme tout le monde s'inquiétait ne savait pas comment commencer, comment fonctionner, le directeur de l'éducation de base au Botswana a fait un exposé, a répondu à des questions et ensuite a expliqué comment réouvrir les écoles pour la première fois. Donc, l'Ouganda a pu finaliser ses lignes directrices et d'autres aussi ont pu apprendre. Alors, tout le monde a appris quelque chose de cet événement parce qu'ils sont répondaient à différents niveaux de besoins. Voilà, je pourrais vous donner bien d'autres exemples, mais je pense que ça suffit. C'est très utile et je vais aller un peu plus en détail. Je ne sais pas si Raoul, nous avons quelques questions. Alors, j'en ai d'autres. Et Victoria a déjà touché à certains de ces sujets, mais voulez-vous ajouter autre chose là-dessus, Raoul? Oui, rapidement, j'aimerais mentionner quelque chose que je n'avais pas mentionné auparavant, qui sont les tables rondes. Nous discutons dans les pays aussi avec différentes perspectives des différentes institutions qui ont participé dans ces différents pays. Alors, je dirais que ces discussions découlent de la recherche nationale menée par KICS, mais aussi informent d'autres processus comme l'analyse des secteurs d'éducation et l'élaboration des plans sectoriels. Alors, je dirais que ça, c'est un exemple de nos efforts qui vont au-delà du KICS et qui contribuent évidemment à ce même système. Merci. Nous avons une question sur les tendances que vous avez repérées des différents pays, de ce que les pays ont appris les uns des autres, l'apprentissage interpays, et pour rappeler que le KICS travaille avec les différents membres. Il y a 70 membres. Ce ne sont pas tous les pays dans ces régions. Ce ne sont pas tous les pays qui sont membres. Et la question, encore une fois, est la suivante. Voyez-vous une utilité à élargir ces activités d'apprentissage au-delà des limites des 17 qui font actuellement partie du KICS? Vous avez parlé du Botswana, notamment, Victoria. La même question s'applique à d'autres régions aussi. Y a-t-il une raison pourquoi le Honduras ou le Nicaragua sont membres, le Costa Rica, qui ont une espèce d'interaction régulière? Alors, qu'est-ce que vous pensez de cela? Quelle serait l'utilité, d'après vous, d'élargir la base de connaissances, c'est-à-dire en éliminant les frontières? Comment le faire? Puis-je parler? Dit Raoul. Je crois que c'est une question fort intéressante. Comme vous le savez, nous mettons l'accent sur les pays
du KICS, mais dès le début, nous avons prévu la possibilité de créer des échanges et d'apprendre par d'autres pays qui ne font pas partie du KICS. Alors ça, c'est une chose. Par exemple, les stages pour savoir exactement ce qui se passe, par exemple la production de données, les systèmes, euh, et si la pandémie nous le permet, des programmes qu'on pourrait offrir l'an prochain. Et comme je l'ai dit, nous avons aussi d'autres événements plus restreints, mais nous avons des événements ouverts, des événements aussi de partenariat. Alors, j'aimerais soulever le plus important. Le programme global de surveillance de l'éducation, nous travaillons en étroite collaboration avec l'UNESCO pour la préparation du rapport pour la région. Il y a des études de plus de 20 pays, pardon, et nous partageons les résultats de notre recherche pour ce qui est de l'élaboration de politiques, les défis. Il ne s'agit pas seulement aussi des pays membres du KICS, c'est toute la région. Et même si nous travaillons avec certains pays insulaires qui sont membres de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, mais qui font partie à une communauté plus étendue, c'est-à-dire le CARICOM ou la communauté de l'OECO. Alors, nous apprenons les uns des autres, nous échangeons avec d'autres. Et c'est l'idée de base. Et autre chose, évidemment, serait de tirer des leçons de ce qui se passe en Afrique, dans les différents pays. Et c'est sûr que c'est quelque chose qui sera une source d'information très riche pour le développement de nos programmes. Natia, avez-vous des commentaires à faire? J'aimerais passer à la question suivante avec vous. Et la question du public est la suivante. Pour l'avenir, pensant aux effets de la pandémie, de la COVID-19, que pensez-vous être les besoins futurs des pays et comment ces besoins vont-ils influencer sur le programme de connaissances? Comment est-ce que la COVID a changé les thèmes d'apprentissage, les choses que les partenaires doivent connaître et l'aide qu'ils doivent recevoir pour améliorer leurs pratiques? Selon moi, je pense que la pandémie a montré que les compétences numériques doivent être améliorées. Il faut améliorer les compétences numériques de nos professeurs, de nos professeurs, de nos chercheurs, l'accessibilité de l'Internet. Alors, il faut penser à tout cela pour mettre au point les nouvelles politiques, les nouvelles activités au niveau de l'éducation nationale. Et au niveau international ou interpays, le partage d'informations entre les pays, l'innovation, je crois que la seule façon de partager, c'est en ligne. En ce moment, le seul apprentissage se fait en ligne, mais ça devrait être possible de le faire hors ligne. Merci. Merci. Victoria, voulez-vous ajouter? Oui, bien sûr. Merci, Florencio. De ce qu'on a appris jusqu'ici, le KICS est devenu un point de référence en matière d'expertise pour les différentes communautés de pratique, les éléments d'apprentissage. On nous demande constamment si on a quelqu'un qui peut aider différents pays, orienter les différents pays. Et on nous demande de plus en plus aussi comment ramener ces activités au niveau national parce qu'on veut aller au-delà des événements régionaux. C'est comme si les événements régionaux sont bons, mais ils sont presque limités parce que les pays demandent maintenant un soutien individualisé sur des éléments particuliers et on demande aux centres de les aider à faire venir des experts de l'extérieur
et de partager l'expérience au niveau international. Alors, ce sont des demandes qui nous permettent d'expérimenter différentes façons d'offrir l'apprentissage. Nous avons des experts thématiques qui peuvent nous aider pour rejoindre les pays qui ont des besoins particuliers. Cela dit, il y a aussi bien d'autres enjeux qui surviennent, des choses qu'on n'avait jamais prévues auparavant sur le continent, particulièrement dans notre région, des questions sur la préparation d'urgence, la réponse aux urgences, des choses comme comment faciliter les expériences d'apprentissage hors ligne, les salles de classe hors ligne dans le contexte de la COVID et plusieurs autres choses, des questions de gouvernance, de leadership. Il y a plein de choses qui surviennent. Alors, nous voulons pouvoir repositionner certains de nos programmes pour répondre à ces besoins. Voilà. Raoul, quelques mots rapides? Oui. Je dirais que nous reconnaissons que non seulement le monde est en train de changer, mais aussi les systèmes d'apprentissage, d'enseignement sont en train d'évoluer plus que jamais. Et nous en discutons. Et il y a des possibilités pour les innovateurs. Et nous cherchons des innovations qui ont été efficaces et qu'on pourrait partager pour contextualiser dans les différents pays. Comme vous l'avez mentionné au début, les centres faisaient plus de l'échange, mais en même temps, nous mettons en relief de nos jours la production de connaissances qui peuvent être utiles pour les pays. Et pour cela, j'ai mentionné le sondage que nous mettons en place ces jours-ci, où les enseignants présentent leurs perceptions, leurs pratiques, leurs défis au niveau de l'éducation à distance ou les modes hybrides d'enseignement qui apparaissent dans les pays qui sont si différents de ce qu'ils faisaient auparavant. Alors, nous sommes en train d'apprendre aussi. C'est un moment d'apprentissage pour nous permettre de répondre aux prochains mois et aux prochaines années. Et j'aimerais ajouter à tout cela, j'imagine que le paysage de l'enseignement où vous travaillez a changé de façon dramatique. Il y a les écoles et tout cela qui ont changé. Mais aussi parce que, d'une part, vous avez des gains d'apprentissage qui ont été faits au cours de la dernière décennie et qui sont affectés comme suite des fermetures à l'échelle mondiale. Et d'autre part, vous avez les budgets d'éducation qui sont réduits à cause des crises économiques et causées par la pandémie. Alors, j'imagine bien que vous allez avoir un contexte où non seulement y aura-t-il une demande nouvelle et plus grande due à la COVID, mais aussi des budgets plus réduits qui feront qu'il est beaucoup plus difficile parce que le point de départ sera inférieur et l'argent dont on disposera ce sera moindre. Alors, comment faites-vous face à cela? Vous avez raison. Et comme Victoria l'a mentionné, nous travaillons aussi à identifier des réponses aux différentes situations des pays. Alors, c'est sûr que c'est un défi, ça va être un défi, mais nous faisons de notre mieux avec les thèmes que nous avons dégagés. Et nous faisons plein de choses avec l'OECO et d'autres, et j'aimerais féliciter l'équipe d'ailleurs pour tout le travail qui a été fait. Nous arrivons à la fin de notre séance. Il nous reste 1 minute et demie. Je ne sais pas s'il y a un dernier commentaire à faire rapidement avant qu'on ne quitte la salle. Natia, Victoria. Oui, merci. Je tiens à vous remercier au nom du KIX 19, Afrique 19, d'avoir organisé ce forum et pour tout le financement. Ça a énormément contribué à aider les pays. Je tiens à vous remercier. Je vous remercie sincèrement de cette occasion et pour le financement. Natia. Encore une fois, merci beaucoup à vous de m'avoir permis de participer à ce panel.
Et aussi, je voudrais remercier le KICS PME qui m'a permis de travailler au niveau national et à mobiliser et monter des activités en Géorgie qui est mon pays. Alors, merci encore une fois et j'espère que j'ai répondu à vos questions. Merci beaucoup aussi pour cette occasion. Un petit commentaire à la fin. Nous essayons de réfléchir non seulement sur ce qui fonctionne, chose que nous faisons tous, mais aussi pour mettre en place comment travailler avec les pays, comment traduire nos connaissances en projets concrets. Alors, merci beaucoup. Merci à vous et j'aimerais ajouter à cela, il ne faut pas avoir peur de parler de ce qui ne marche pas non plus, ce qui n'a pas fonctionné. Il faut en discuter. Merci à vous tous. Merci Victoria, Natia et Raoul. Merci à vous tous qui êtes avec nous. Merci à tous ceux qui ont participé à cet événement. Malheureusement, nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions. Nous avons essayé de répondre au plus grand nombre possible. Je sais que ces événements seront enregistrés et rediffusés en ligne. Alors, merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée.